Alors, toujours en droit des affaires, donc on termine notre programme. Alors, toujours dans les conséquences de l'existence de filiales. Alors, un autre point, c'est la compensation entre les dettes et les créances de sociétés membres d'un même groupe à l'égard d'un même créancier. Le créancier de la société mère qui est en même temps débiteur d'une de ses filiales ou réciproquement, le créancier d'une filiale qui en même temps il est débiteur de la société mère peut se prévaloir de la compensation légale entre sa créance de la société mère et sa dette à l'égard de la filiale dès l'instant que ces deux sociétés sont étroitement unies et se confondent. Alors là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est-à-dire que du moment qu'il y a des liens de dépendance entre la société mère et ses filiales, le créancier donc peut demander s'il y a des dettes de la filiale, la société mère devrait répondre à ses filiales. D'accord? Et parfois vice-versa. Du moment que les liens de dépendance sont très apparents. Alors, le droit des créanciers, la société mère ou l'une des filiales admettent la possibilité pour les créanciers du moment qui sont du même groupe de demander à une autre société du même groupe le paiement de leurs créances lorsqu'ils sont pu légitimement croire que les deux sociétés n'en forment qu'une seule. Et bien sûr, ils sont unis par une communauté d'intérêts. Comme on vient de le signaler, c'est-à-dire dès qu'il y a des liens, et donc, entre la société mère et ses filiales, il y a une communauté d'intérêts et on arrive à détecter ces liens et surtout par les créanciers. Donc, ils peuvent réclamer leurs dettes de la société mère ou l'une de ses filiales. Alors, on passe au redressement judiciaire commun à la société mère et ses filiales. Alors, au sein du même groupe, la société mère ou l'une de ses filiales est reconnue en cessation de paiement. Alors, que ça veut dire la cessation de paiement? Donc, c'est-à-dire que la société n'a pas la possibilité de payer ses dettes ou bien de payer ses créances. Alors, pour être en cessation de paiement, c'est-à-dire la société ou bien l'entreprise doit se trouver dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Alors, quel sens donner à la formule actif disponible? Donc, il s'agit d'un actif immédiatement réalisable, soit celui qui le débiteur est en mesure de rassembler afin de satisfaire à la demande de règlement du créancier. Alors, les conséquences qui sont attachées à une situation qui n'est pas celle qui est visée ne concernent que les conséquences liées à l'existence d'une détention de 50% ou de plus de 10% du capital, c'est-à-dire où on détient un certain contrôle, que ce soit un contrôle supérieur ou bien un contrôle inférieur. D'accord? Alors, pour la théorie de l'apparence, encore l'une des sociétés a un comportement fautif, en faisant croire qu'elle prenait part à l'engagement de l'autre. Parfois, donc on peut tomber sur des sociétés fictives, c'est-à-dire ni existence juridique, ni une existence réelle, donc c'est une société fictive où elle donne l'apparence qu'elle fait partie d'une grande société ou bien une filiale d'une société mère. Alors dès qu'on détecte que la société n'est pas vraiment réelle, donc ça entre dans la catégorie des comportements fautifs et bien sûr ils sont assujettis à des sanctions. Alors on passe à un autre point, c'est le traitement des salariés des sociétés du même groupe. Alors pour les salariés, donc ils ont un certain droit, comme vous l'avez vu en face de vous, il y a l'ancienneté,
l'action en justice et l'actionnariat des salariés. Alors, on va voir point par point. C'est tout à fait normal qu'un salarié qui a travaillé au sein d'un groupe a pu acquérir une certaine ancienneté. Alors, même si son change de groupe, donc il a droit à une indemnité de licenciement, s'il y a un licenciement, ou bien s'il y a un transfert d'une société à une autre, donc il a une certaine indemnité. D'accord? Donc l'ancienneté, les années d'ancienneté sont bien sûr sont calculées à travers la convention qui est applicable au sein du même groupe. Pour l'action en justice, pour l'exercice d'une action en justice, chaque société du groupe conserve sa personnalité morale, donc aucune des sociétés ne peut la représenter en justice. Donc il y a une certaine autonomie juridique. Pour l'actionnariat des salariés, ça c'est un point qui est très intéressant. Surtout ces dernières années, on les trouve dans les grandes sociétés, surtout les sociétés anonymes, que ce soit au Maroc ou bien également les banques. Donc, il y a ce qu'on appelle un pourcentage qui est réservé des souscriptions ou bien des achats qui sont réservés au personnel. Donc, peuvent être proposés par la société non seulement à ses salariés, mais à des salariés qui détiennent au moins 10% du capital. Ou bien, d'accord, ou bien 10% également détenus dans des sociétés sœurs. Alors, on va voir ce que c'est l'actionnariat salarié. Je dirais que l'actionnariat salarié engendre plus d'avantages que des inconvénients. Du moment que le salarié de l'entreprise a pu avoir, c'est-à-dire la possibilité de devenir actionnaire de l'entreprise à moindre coût. Alors, une fois la propriété des actions de ces actionnaires salariés est acquise, ces salariés disposent d'un certain choix. Soit ils vont vendre tout ou partie de leur action en vue de réaliser une plus-value, soit ils vont conserver une partie ou tout ou partie de leur action en vue de demeurer actionnaire dans la même entreprise, avec tous les droits y attachants, droit à la perception des dividendes, droit au vote dans les assemblées générales. Alors, l'actionnariat salarié permet de bénéficier de plus d'informations sur l'entreprise en sa qualité d'actionnaire, c'est-à-dire participer à la prise de décision, aux orientations de l'entreprise, et bien sûr, il y a une plus sur le plan psychique, il y a une motivation, un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Alors, je citerai un seul inconvénient, c'est que au fil des années, donc il y a une baisse de la valeur des titres de l'entreprise qui peut mettre en péril l'épargne constituée. Alors, toujours concernant tout ce qui concerne donc le traitement des salariés des sociétés du même groupe. Pour le représentant du personnel. Alors, au-delà, quand on arrive à 50 salariés, donc on devrait normalement, c'est-à-dire mettre en place un comité d'entreprise, c'est-à-dire pour ces salariés, ils doivent avoir un représentant du personnel. D'accord? Du moment qu'il y a une unité économique et sociale, c'est-à-dire il y a des liens de dépendance et les mêmes activités. Alors, pour la rupture du contrat de travail, alors il y a parfois les salariés ou bien les dirigeants donc peuvent avoir une rupture abusive du contrat de travail. D'accord? Donc une rupture abusive du contrat de travail qui peut avoir des conséquences très fâcheuses, notamment un licenciement et qui est abusif, du moment que, par exemple, un des directeurs du groupe
donc à la suite de sa prise de contrôle par une autre société, alors que le directeur venait quelques semaines auparavant d'être promu à un poste du premier plan. C'est-à-dire que au lieu de garder le directeur avec eux, donc ils ont préféré un licenciement, et un licenciement qui n'est pas de juste motif. D'accord? Alors, il vaut mieux avoir donc dans l'entreprise la désignation donc des délégués syndicaux et bien sûr la désignation des délégués du personnel. Donc, ils vont pas, c'est-à-dire contrecarrer ou la écarter ou la, c'est-à-dire stopper la rupture abusive, mais il y aura également une voie, c'est-à-dire pour soutenir que ce soit un dirigeant ou là que ce soit un salarié qui ont été lésés durant le changement ou là durant, c'est-à-dire dans le groupe de société. Alors, abus de position dominante. Donc, il peut y avoir parfois dans les groupes de société une entente qui n'est pas à l'intérêt des consommateurs. C'est-à-dire une entente, ils ont déjà prévu un certain prix qui a été, c'est-à-dire secrètement déterminé et qui peut conduire à un abus de position dominante. Alors, ces abus sont prévus et sanctionnés par la loi. D'accord? Alors, on passe aux contrats de gestion. Les contrats de gestion, c'est-à-dire ça peut des contrats qui sont très courants entre la société mère et ses filiales. Donc, concernant donc les prestations qui sont presque quotidiennes. D'accord? Alors, moyennant donc des redevances qui sont calculées ou bien un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la filiale. Alors, donc c'est la rémunération quand on effectue ce genre de, même s'il y a des contrats, donc il doit être fait d'une manière proportionnelle. C'est-à-dire, on ne va pas excessivement faire des transferts des bénéfices de la part de la société mère à ses filiales d'une manière qui est très abusive. Alors, le non-respect de ces disproportions entraîne bien sûr les dirigeants donc qui ont fauté à des sanctions pénales ou bien ce qui est appelé abus de biens et de crédit de la société. C'est-à-dire donc il y a donc on arrive à ce qu'on appelle, il y a une atteinte à l'intérêt social de la société. Donc il y a également un autre terme qui est très connu dans les abus, ce sont les abus de majorité. Alors, les opérations de trésorerie. On constate très souvent des excédents de trésorerie dans la libre disposition sont des sociétés du même groupe. C'est-à-dire il y a des excédents de trésorerie du moment qu'il y a une certaine appartenance du même groupe entre la société mère et les filiales. Alors dans ce cas, donc, il faut réguler ces excédents de trésorerie au sein du groupe.